La médecine, ça a été dit tout à l'heure, a un énorme capital de confiance qui a été bouleversé par deux événements d'une gravité innommable. Le premier a été la fêlure du monde, titre d'un livre qui avait été écrit au moment du sang contaminé. Le public découvrait qu'un médecin pouvait vendre du sang à d'autres qu'il n'aurait pas utilisé pour sa propre fille. Fêlure du monde. Depuis, d'ailleurs, les personnes qui faisaient une confiance quasi aveugle à la médecine se sont rendues compte qu'on ne pouvait pas faire confiance totalement et qu'il fallait se méfier. Puis il y a eu un deuxième événement qui vient de se produire, qui est celui du Mediator, une nouvelle fêlure du monde, où il a fallu qu'un médecin prenne des risques personnels pour dénoncer des alliances de coquins et de médecins, de coquins et d'administrateurs sanitaires, pour que des agréments qui avaient été donnés trop rapidement puissent être retirés. Mais il y avait eu d'autres événements, vous avez entendu parler du Distilben, d'autres événements collectifs qui ont en commun tous ces événements la puissance de l'argent. Et c'est ma première conclusion, il y a une opposition par le sommet entre l'argent et la santé. Et dans un pays qui a fait disparaître ses temples et que les supermarchés ne remplacent pas, l'argent est devenu le nouveau Dieu. Et les médecins issus d'une société de l'argent ne sont pas meilleurs que la société qui les a concoctés. Société de l'argent, médecins de l'argent. Une certaine boucle est bouclée. Et pour moi, il y aurait beaucoup de choses à faire dans la restitution d'une confiance qui, je le répète, ne me semble pas altérée en matière de médecine. Parce que quand il n'y a plus de confiance en matière de médecine, on est dans une situation de déshérence dramatique. Nous allons tous avoir besoin de médecins un jour ou l'autre. Et je peux vous dire que se confier à un médecin dans lequel on n'a pas confiance, il n'y a rien de pire. Mais il me semble bien que l'instauration très forte du paiement à l'acte est une erreur. Alors je vais dire quelque chose de complètement pas politiquement correct, mais comme je ne suis pas à la recherche de suffrage, ça m'est égal. Quand un médecin est payé pour enlever des estomacs, s'il vous propose de vous enlever le vôtre, est-ce que c'est bien parce qu'il faut l'enlever ou est-ce que c'est parce que lui, il a un budget à boucler ? Je dis les choses de manière un peu provocante, mais je rappelle quand même qu'un médecin inspecteur national de la sécurité sociale avait estimé, alors qu'il était lui-même chirurgien, à 50% le nombre d'actes chirurgicaux inutiles dans notre pays. 50%, il a été viré. C'est une parole politiquement incorrecte. Mais dans mon métier de professeur, beaucoup de gens, je consulte 2 fois par semaine, et parmi les personnes que je vois, près de la moitié sont en demande de deuxième avis. C'est récent. Mon métier, c'est de donner du deuxième avis. À qui ? À des femmes qui ont un rendez-vous déjà dans une clinique ou dans un hôpital, car le paiement à l'acte a été généralisé à l'hôpital avec la T2A, tarification à l'activité, qui ont un rendez-vous pour se faire opérer plus ou moins rapidement, et tout d'un coup, dans la manière dont les choses leur ont été annoncées, tout d'un coup le doute, c'est-à-dire la défiance, s'est introduite. Est-ce que par hasard, il ne voudrait pas m'opérer pour gagner des sous ou pour faire marcher son service hospitalier ? Et ils viennent demander un deuxième avis. Et que croyez-vous que soit ma statistique personnelle du deuxième avis ? Certes, c'est pas un domaine comme les os, ils sont cassés, pas cassés. C'est un domaine où des organes, une fois qu'ils ont servi, peuvent être enlevés. 9 fois sur 10, l'indication opératoire est inutile. Et je n'ai pas toujours gain de cause, car lorsque le médecin a rajouté « faut que je vous enlève ce kyste, parce que si on ne l'enlève pas, il peut se cancériser », c'est comme une goutte d'acide chlorhydrique.
Vous en mettez une goutte sur le pantalon, ça fait un trou dans le pantalon, ça fait un trou dans la peau et ça va jusqu'à l'os. Et les gens finissent par se faire opérer. Alors moi, je dis que les médecins qui opèrent sont dans le paiement à l'acte. Le pire qu'on puisse reprocher à une institution, c'est de faire faillite. Et le pire qu'on puisse reprocher à un médecin, c'est d'être obligé de mettre la clé sous la porte parce qu'il n'arrive pas à payer les gens qu'il a payés. Et donc, reprocher à un médecin de ne pas avoir assez opéré, c'est quoi? C'est lui reprocher d'avoir été honnête. Et donc, il y a là, c'est pour ça que j'ai été volontairement dans les choses un peu choquantes, il y a là une opposition par le sommet entre la santé des gens et le profit. Et cette opposition, on la retrouve dans le médico-légal, qui a bouclé la boucle. Un médecin qui se protège lui-même pour ne pas avoir de procès, il ne protège pas son patient. Et souvent, quand il protège son patient, il ne se protège pas lui-même. Et je vois chez mes jeunes collaborateurs monter la logique du médico-légal. Au staff, dans les décisions opératoires. Et si on opère cette femme qui est dans une situation de risque et qu'on a un pépin, est-ce qu'on ne va pas nous le reprocher? Alors je dis, vous soignez, vous êtes à la cour, vous êtes au tribunal là, ou vous êtes dans un... Ah mais on n'a pas envie d'aller au tribunal. Les médecins se sentent aussi mal au tribunal que les magistrats à l'hôpital. Et donc pour moi, les bonnes pratiques et les choix budgétaires, c'est terrible pour la médecine et pour la confiance que nous pourrons donner. Et je terminerai sur la T2A, tarification à l'activité. Encore une fois, et dans un débat avec Roland Gori samedi dernier, j'étais de ceux qui disaient que la T2A, c'était mieux que ce qu'il y avait avant le budget global, où on disait un service, tu as tant d'argent, débrouille-toi. Dans la T2A, on dit si tu travailles beaucoup, tu auras beaucoup d'argent, si tu travailles moins, tu auras moins d'argent. C'est peut-être un petit peu mieux, mais je voudrais juste vous dire que comme les politiques ne pouvaient pas dire qui on va réanimer, à partir de quel âge on ne réanime plus, ils ont dit tiens, voilà une idée qu'elle est bonne, on va demander aux médecins de faire ces choix-là. Alors les sexagénaires qui sont aujourd'hui à la direction des gros services hospitaliers, ils ont le cuir épais et ils ne sont pas sensibles aux objurgations de leurs directeurs d'hôpitaux. Et ils ne marchent pas dans ce transfert de choix et de responsabilité. Mais mes jeunes collaborateurs qui vont me succéder, en qui j'ai confiance, je passe mon temps à leur dire que surtout, ils ne doivent pas faire des choix à la place des politiques, car le jour où on se posera la question de savoir si le bon médecin qu'on a en face de soi et qui se pense sur son lit, il est en train de soigner ses statistiques de son service et le rendement de son service, ou est-ce qu'il est en train de vous soigner, ce jour-là, la confiance sera complètement rompue. Ma conclusion est donc qu'il y a un acide chlorhydrique sur la confiance, c'est l'argent et le marché. Merci de votre attention. Je crois qu'il y a la fin aujourd'hui d'une conception de l'éthique médicale où c'est une conscience qui rencontrerait une confiance. C'est terminé. C'est terminé. Il faut bien, et peut-être qu'il faut voir comment ça peut être réhabilité. C'est un autre problème. Aujourd'hui, n'est-ce pas, on est davantage du côté d'une évaluation, d'une conformité à des procédures. Et ça, c'est un problème majeur, c'est un problème massif. On est dans ce que, avec mon ami Alain Berleuser, on appelait la folie évaluation comme fabrique de nouvelles servitude. Alors, c'est d'autant plus important que, et je termine juste là-dessus, que la médecine, me semble-t-il, la rationalité médicale a évolué. C'est qu'on est passé, si vous voulez, d'une prise en charge par un médecin, n'est-ce pas, dans un colloque singulier, médecin malade d'une maladie, à davantage la prise en charge par un dispositif sanitaire d'une population. Ce n'est pas la même chose, un malade et une population. Et d'une population dont il s'agit de déterminer les facteurs de risque afin de pouvoir suivre ou anticiper et éviter l'émergence des maladies. Je crois que dans cette recomposition de la raison
médicale, dans cette recomposition des savoirs et des pratiques soignantes d'une manière générale, quelque chose d'extrêmement important se passe. Et je crois que c'est bien si on peut effectivement travailler ces questions dans notre groupe. Bien.